Nouvelle invitée sur Nyota TV, bienvenue à tous et à toutes. Merci de nous regarder avec passion. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un honorable député élu de la circonscription de Lukunga à Kinshasa, député national donc. Il est également président du Front social des indépendants républicains, mais aussi un cadre d'ensemble que nous recevons bien sûr ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Nous sommes heureux de vous retrouver. On va parler de l'actualité. L'actualité directe qui reste dominée par cette importante mobilisation des forces de l'opposition, on va dire, autour de la désignation de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI en remplacement de Corneille Nangaa, mais aussi autour de ces lois très controversées, inopportunes, jugez-vous, des Sakata et Minaku. Alors, on a besoin de savoir, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu découragé par cette annonce des dernières minutes du président Moïse Katumbi qui a mobilisé au nom d'ensemble et puis en dernière minute qui n'a pas marché? Bon, commençons par le dernier aspect de votre question. Découragé, pas du tout. Nous connaissons très bien la capacité de mobilisation du président Moïse Katumbi. Au-delà même du Grand Katanga, il avait mobilisé à Kinshasa, dans le Congo central, dans le Bandundu, dans le Kivu, le Grand Équateur et j'en passe. Mais en tant que responsable, on doit toujours avoir un esprit alerte. Est-il que d'abord son téléphone était mis sous écoute? En plus, il y a de preuves par rapport à cela. Il y a certaines conversations avec quelques proches, mais qu'on a retrouvées dans les réseaux sociaux. Et au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale particulièrement, nous savons aussi remonter à partir de qui la distribution auprès des députés nationaux d'une certaine tendance politique a commencé. Donc, il y a lieu d'affirmer qu'il y a anguille sous roche. Il y avait anguille sous roche. Au-delà de cela, il y avait beaucoup de recoupements d'informations selon lesquels les méchants ont planifié des massacres. Non pour tuer Moïse Katumbi, mais pour créer un massacre auprès de la population et lui imputer à l'ensemble de la Mouka. Vous ne perdez pas de vue que Moïse Katumbi est un ancien gouverneur. Vous ne perdez pas non plus de vue que même dans certaines autres familles politiques que la sienne, il ne manque pas d'avoir des sympathisants, de gens qui ne veulent pas se délecter du sang des humains pour faire les misères politiques de leurs adversaires qui l'ont alerté. Et au sommet de tout, il y a même l'Alliance katongaise qui est allée faire le pied de grue chez Moïse Katumbi pour l'alerter, pour dire qu'en tout cas, avec des preuves, il y a ces machinations, vous devez faire très attention. Alors, en tant que leader politique, on est obligé de s'oublier soi-même pour voir un peu l'intérêt, la vie de nos compatriotes. Et c'est pour cela qu'il n'a pas annulé la marche, il l'a postposée pour voir les conditions les meilleures pour pouvoir le faire. Donc, les méchants ont pensé que même en mettant son téléphone sous écoute, en distribuant ces conversations, ils vont les discréditer. Mais que non, son explication était claire et la population, particulièrement celle de Kinshasa, qui a aussi suivi ce report-là, qui au départ commençait à se poser des questions, mais lorsque la population de Kinshasa a suivi le président Moïse Katumbi dans les raisons qui ont pu présider à ce report, tout le monde a compris. Tout le monde a compris, mais est-il que le pari de Kin a été gagné et surtout le message des Kinois envers Moïse Katumbi, c'est qu'ils sont en train de l'attendre à bras ouverts. Lorsqu'il décidera d'arriver à Kinshasa, je crois que la mobilisation sera davantage consolidée. On a les images, on a vu cette mobilisation
importante de vos membres, de votre parti politique, le Fonds social des indépendants républicains, et de tous les regroupements de l'AMUCA et Ensemble pour cette marche, bon, qui a failli être perturbée par le climat, une pluie en plein mois de juillet. C'est tout un symbole. C'est un symbole de bénédiction. Et vous avez vu comment tout s'est très bien passé dans la paix, sans casse, même pas de téléphone volé, à moins qu'il y ait certaines bavures hein, de certains agents véreux qui, en arrêtant certains militants pour les dissuader, bon, pouvaient soutirer qui d'un téléphone, qui d'une carte SIM, bon, mais dans l'ensemble, pas de casse, pas de mort, pas de violence. Non, je crois qu'il faut féliciter d'abord cette discipline de nos militants dans la ville de Kinshasa. Il faut aussi remercier la police qui, dans la majeure partie, a fait son travail. Pas de violence, pas de provocation, mais l'encadrement de nos militants. Je crois que ça a contribué pour beaucoup. C'est comme cela que nous pouvons construire une véritable république, un véritable état de droit, plutôt que de se perdre dans la répression des libertés fondamentales, garanties par ailleurs par la Constitution. Je crois que construire un état de droit, construire une république, c'est surtout être très regardant vis-à-vis de ces libertés fondamentales. Donc on peut parler de la marche pacifique. C'était une marche pacifique décrétée en tant que telle et gérée en tant que telle. Et il faut fustiger le fait que certains inciviques infiltrés dans nos rangs, par exemple, avaient commencé à ramasser des pierres pour jeter sur les policiers. Mais heureusement pour nous, nous les avons identifiés avant, comme nous avons été organisés. Le mot d'ordre était que si vous voyez quelqu'un de suspect qui n'est pas de nôtre à côté de vous, créez l'agitation, faites tout pour le mettre hors d'état de nuire. Et cette stratégie a pu payer et nous avons continué notre marche jusqu'à ce que nous avons décidé de lever le pied. Avant de revenir à l'année 2020, je voudrais qu'on fasse un petit tour sur cette célébration, je veux dire, de 60 ans d'indépendance de la RDC. Quel bilan, Chérubin Okende, dressez-vous de ces 60 années d'indépendance de la République démocratique du Congo? C'est une régression regrettable, une catastrophe sociale. Tout le pouvoir que nous avons connu ont toujours promis monts et merveilles, mais malheureusement, ils n'ont sustenté que le paradoxe congolais. C'est-à-dire un pays béni de Dieu avec des potentialités, des ressources énormes qui peut même se prévaloir d'être la plus grande puissance du monde, mais qui se retrouve avec des populations plus pauvres de la planète. Alors, la question fondamentale que nous devons nous poser tous, en tant que politique, parce que hier, notre génération se disait une génération sacrifiée par nos pères. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans les affaires. Nous devons avoir la capacité d'introspection pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et identifier le mal congolais aujourd'hui, qui n'est pas dans la population, mais qui est surtout dans notre leadership. Nous avons un leadership qui n'est pas exemplaire, qui n'est pas dynamique, qui n'est pas visionnaire. Aussitôt, quelqu'un qui accède à la magistrature suprême, il commence à voir la famille, les intérêts personnels, les combines pour se retrouver milliardaire. Et finalement, on ne se pose pas la question sur la vanité de tous ces milliards lorsqu'on a des populations aussi pauvres que celles de notre pays. J'avais suivi avec attention lorsque le président Joseph Kabila avait émis un regret. Le regret, c'est qu'il n'a pas su transformer l'homme congolais. Mais je me suis posé la question, comment pouvait-il transformer l'homme congolais par coup de baguette magique, ou c'est par la facture du leadership en étant exemplaire? Parce qu'au fait, lorsque un peuple a des dirigeants exemplaires qui donnent la ligne à suivre, dans l'intérêt de la Respublica, la population pourra suivre. Donc c'est ce qui nous a toujours manqué. Moi je crois que le plus grand malheur de notre pays, c'est que nous n'avons pas encore au sommet de l'État de leaders charismatiques, de leaders visionnaires qui ont
une grande volonté de réformer le Congo dans le sens d'une véritable république. On a toujours vu les leaders charismatiques dans le sens du pouvoir personnel qui dérive très souvent dans la dictature, le culte de personnalité et finalement on oublie l'essentiel d'une res publica qui est la chose de tous. Donc je crois qu'avec la prise de conscience de plus en plus agissante du peuple congolais, nous saurons à un certain moment imposer des dirigeants que nous voulons. Et c'est pour cela que nous sommes toujours en train de travailler pour que nous ayons un véritable état de droit, une véritable république dans laquelle la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce. Lorsqu'on a des dirigeants qui veulent tripatouiller l'ordre républicain, il faut que le peuple apprenne à se prendre en charge. Et la souveraineté du peuple ne doit pas rester une prérogative stérile. Le peuple doit être en mesure de remettre sur les rails les politiciens ou les politiques qui dévient. Parce qu'au fait, vous savez que le pouvoir corrompt. Et lorsqu'on a la propension d'exercer un pouvoir absolu, ce pouvoir-là corrompt absolument. Et c'est ça que nous avons vécu durant toutes ces 60 années qui caractérisent notre accession à l'indépendance. Il y a moyen de s'arrêter et puis dire plus jamais ceci et orienter la vision de tout un peuple dans les horizons qui puissent rassurer quant à la grandeur, quant même au projet de société qui est déclamé dans notre hymne national, construire un Congo plus beau qu'avant. Vous dites au Front social des indépendants républicains que le peuple a droit à une nouvelle expérience fondée sur la politique guidée par l'éthique et le souci du bien-être collectif. C'était au tout début de cette année. Vous pensez que les choses ont changé? Les choses n'ont pas encore changé. Parce que vous étiez en train de parler de la coalition au pouvoir. Oui, de toutes les façons, vous voyez ce que la coalition nous offre comme scène politique. Nous l'avions dit dans le cadre de la MOUCA, dans le cadre de l'ensemble, que c'est une coalition contre nature. Et par rapport à l'éthique, lorsqu'on pratique la politique sans éthique, on ruine la société. C'est cela le credo du Front social des indépendants républicains. Nous devrions absolument faire la politique avec éthique pour que, à un certain moment, que nous nous interdisions de faire tout ce qui préjudicie l'intérêt général, tout ce qui préjudicie l'intérêt du peuple, puisque au fait, nous sommes aussi dans ce peuple-là. Tant que nous aurons travaillé pour les intérêts de ce peuple, nous allons nous retrouver. Donc, l'égoïsme dû au manque d'éthique dans la pratique de la politique a pu faire en sorte que continuellement nous avons toujours ruiné notre société. Alors pour le Front social des indépendants républicains, la nouvelle espérance que les Quinois appellent Elikayasika, c'est pour donner une nouvelle vision dans la pratique de la politique en mettant l'homme congolais au centre de nos préoccupations. Que ça ne soit pas simplement dans les discours, le peuple d'abord, mais dans les actes. Il faut faire en sorte que la centralité de l'action politique repose sur l'homme. Et à partir de ce moment-là, avec lui, on pourra faire son bonheur, construire son épanouissement et par-delà l'épanouissement de toute une nation, de tout un pays. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, le dollar qui grimpe, est-ce qu'on peut vous donner raison quand vous dites que le bien du peuple congolais est relégué au second plan derrière des appétits voraces des uns et des autres, du désir d'amasser plus rapidement possible. Et cher ami, nous l'avions dit. Oui. Nous avons peut-être le privilège ou le malheur d'avoir connu le régime passé, d'avoir été dans ce régime et d'avoir décidé une certaine rupture. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit la continuité de ce régime ruinera davantage la République. Bon, vous avez vu dans cette coalition, nos compatriotes de l'UDPS ont fait fausse analyse en croyant que bon, ça sera un deal qui pourra les amener à appliquer les idéaux politiques, notamment d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, le peuple d'abord n'a plus le credo qu'ils défendent. Nous voyons des scandales qui émaillent l'action gouvernementale et
un gouvernement incapable de répondre à ses promesses, de réaliser ses promesses de campagne. Vous voyez le budget de l'État. Ils ont parlé de la mobilisation, meilleur encadrement de recettes de l'État, qu'on puisse mettre fin au coulage de recettes. Mais quelles sont les dispositions pratiques qu'ils ont aujourd'hui mis en œuvre pour lutter contre ce coulage? Au contraire, les rétrocommissions sont devenues un mode de gestion de la République et pourtant tout cela relève de la corruption. Et lorsqu'on érige la corruption en institution dans un pays, on ne peut pas s'attendre à redorer l'image, le climat des affaires et surtout l'économie du pays. Et nous en sommes là. Vous pouvez vous étonner que de voir que le taux de dollar est en train de grimper. Mais nous avons quelle structure économique? Une économie extravertie. Nous n'avons aucune production locale qui soutienne l'effort des Congolais. Le chômage dans notre pays, c'est un chômage de masse, de milliers de jeunes, plusieurs millions de jeunes Congolais aujourd'hui croupissent dans le chômage. Donc toute la force est noyée aujourd'hui dans les colonats, et pendant qu'on pouvait canaliser toute cette force dans la production économique et faire créer la prospérité du peuple congolais. C'est le manque de vision. Quand on fait un mariage contre nature, on a des objectifs différents. Pour certains, c'est maintenir le statu quo. Pour les autres, parvenir d'abord au pouvoir. À ce moment-là, l'amateurisme se mêle au statu quo. Vous ne pouvez pas escompter des résultats positifs. Nous en sommes là. Mais est-il aussi que la leçon que nous devons tirer par rapport à la gouvernance de la coalition actuelle, c'est que au niveau de la MOUCA, connaissant bien comment les élections s'étaient passées, c'était un chaos électoral. Malgré tout ça, il y a eu un hold-up électoral. La vérité des urnes n'a pas été respectée. Quelle est la conséquence? Il y a la perte de légitimité de nos institutions. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, le peuple ne communie pas avec ceux qui sont dans l'exécutif ou bien ceux qui se targuent d'avoir une certaine majorité. Donc, ça doit nous réveiller aujourd'hui pour réajuster le tir. Nous, au niveau de la MOUCA, disais-je, nous nous sommes dit, bon, on ne peut pas sacrifier le pays à cause du positionnement au pouvoir. Parce qu'au fait, un bien mal acquis ne profite jamais. Tant qu'ils n'entendront pas raison, ils continueront toujours dans des querelles byzantines au lieu de gérer la République, au lieu de répondre aux préoccupations fondamentales, essentielles, substantielles du peuple congolais. Donc aujourd'hui, le peuple est en train de nous donner raison et c'est pour cela que nous n'entendons pas lésiner derrière le moyen par rapport à d'autres hypothèques du processus électoral et de l'état de droit. Vous avez vu les tentatives de tricher, encore une fois, derrière un entérinement frauduleux de la désignation d'un fameux président de la CENI. En violation flagrante de toutes les dispositions légales. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, même les procédures au sein de l'Assemblée nationale pour arriver à l'entérinement dans une plénière, comment on inscrit une question à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, on est en train de crier à l'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement du tout, parce que vous savez, dans la saine procédure, l'Assemblée nationale devrait commencer d'abord par l'examen du rapport du processus électoral qui a déjà été déposé depuis longtemps par la CENI. Pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale n'a jamais jugé utile de pouvoir aligner ce rapport pour que nous puissions l'examiner, pour même diligenter un audit du processus électoral, parce que nous savons que le fonctionnement de la CENI avait été émaillé de beaucoup d'irrégularités, d'incorrections. Il faut qu'on arrive à évaluer le processus et à partir de cette évaluation, qu'on impulse des réformes pour que la CENI, une institution d'appui à la démocratie, soit réellement indépendante des objurgations politiciennes, de l'instrumentalisation de la politique qui nous a emmenés au tripatouillage des résultats des élections.
Ce sont des mécanismes que si tout le monde était respectueux vis-à-vis de loi de la République, de la Constitution et surtout du peuple, on devrait se mettre d'accord pour l'impulser. Mais vous avez vu de manière forcée, de manière cavalière, comment la majorité FCC a pu imposer cet entérinement irrégulier de la désignation d'un président de l'Assemblée nationale. Alors, donc, il faut qu'on arrive à un certain moment à rétablir leurs responsabilités. Qui a provoqué les troubles? Aujourd'hui, lorsque dans sa marche, l'UDPS déplore de morts, ben, on doit aller avec cette logique jusqu'au bout. Qui a provoqué qu'on déplore aujourd'hui des morts? Qui est de casse? Qui a provoqué cet état de choses? C'est là que la responsabilité du bureau de l'Assemblée nationale par rapport à tout ce qui a été fait est totalement engagée. Moi, je pense que même les organisations féminines qui ont toujours prêché la vertu dans la pratique politique de la femme, aujourd'hui, on a à s'offusquer de voir ce que la présidente de l'Assemblée nationale a pu faire, a offert à la nation comme scénario pour discréditer toute une chambre. Aujourd'hui, devant beaucoup de nos compatriotes, être député national, ce n'est pas honorable du tout. Vous connaissez comment les points de vue sont très sévères vis-à-vis de l'Assemblée nationale, des députés, à cause d'une certaine gestion de notre Chambre qui ne tranche pas, qui tranche vraiment avec tous les principes d'orthodoxie, d'honorabilité, de crédibilité. Donc moi je crois que on doit tirer des leçons de la marche de notre République, surtout des institutions de la République, pour que nous puissions démontrer au peuple congolais que nous méritons d'être à la tête de certaines institutions. Parlant de l'état des droits, on vous accuse d'avoir violé l'état d'urgence. Marcher, c'est bien, c'est garanti par la Constitution, mais le respect des rôles de loi du pays aussi. Bon, d'abord, le respect de loi du pays. La Constitution elle-même, à son article 26, nous met sous le régime d'information préalable et non d'autorisation préalable. Et vous constaterez également une indélicatesse de l'autorité compétente. Lorsqu'on le saisit pour information, on la saisit, pardon, pour information, elle nous répond tout simplement que je ne suis pas en mesure de prendre acte. Si je ne prends pas acte, cela ne veut pas dire que je vous interdis. Je ne prends pas acte, donc si vous avez à organiser votre marche telle que le prescrit la Constitution, assumez-vous. Donc, assurez l'ordre public, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de mort. Et nous avons assumé ce comportement républicain en instruisant nos militants de ne vraiment pas pratiquer la violence, de ne s'adonner à aucune casse et de respecter tous les mécanismes d'une marche pacifique. En plus, par rapport à la Covid, nous avions scrupuleusement... Vous n'avez pas respecté les gestes barrières. Si. Le regroupement était de plus de 20 personnes. Si, enfin, voyons d'abord les gestes barrières. Nous avons respecté, nous avons distribué des masques, nous avons distribué aussi de gel hydroalcoolique pour qu'on puisse les uns les autres se protéger. Parce que finalement, cette affaire, bien que la communication du gouvernement est désastreuse jusqu'aujourd'hui quant à la sensibilisation par rapport à cette pandémie, nous aussi, nous en avons conscience. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous exposer et d'exposer la vie de nos militants. Par rapport à des réunions de 20 personnes, oui, nous avons essayé de faire un parallélisme. Prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. C'est l'autorité qui donne, qui avalise même l'état d'urgence. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'est agi de démettre Jean-Marc Kabound, nous avons vu certains députés de la majorité qui étaient même à l'intérieur du pays, qui se sont arrangés pour venir. Est-ce qu'on avait respecté le format? Donc, on dit oui pour nuire, mais non pour laisser la manifestation des libertés fondamentales d'autres compatriotes. Nous disons que c'est non. Nous avons également vu certaines manifestations ici, je me réserve de citer certaines personnalités, inauguration par-ci, deuil par-là, et tout, que ces mesures barrières
au niveau, à un niveau assez une politique de 2 poids 2 mesures. De 2 poids 2 mesures. Dans une république, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, nous avons pris la responsabilité de veiller à notre protection, à la protection de nos militants et aussi à faire entendre notre voix pour que ça ne soit pas un prétexte pour bâillonner nos libertés, pour nous museler et qu'on continue à encaisser des forfaitures qui amènent la République dans une dérive très dangereuse. Donc aujourd'hui, je crois que le message est passé. Quiconque a les oreilles pour entendre a entendu, des yeux pour voir, a vu que le peuple congolais est contre cet entérinement cavalier d'un président de la CENI en violation des lois de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le peuple congolais est contre l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire par les tentatives que nous avons vues, 3 propositions de loi, pour instrumentaliser le pouvoir judiciaire pour que les magistrats du parquet soient encore sous la botte du ministre de la Justice. Et vous savez très bien que dans leur fameuse coalition, le ministre de la Justice relève de quelle famille politique, de quel bord politique, pour remettre en cause la séparation de pouvoir. Et cela, insidieusement, remettrait le pouvoir judiciaire sous l'emprise du pouvoir exécutif, d'une quelconque manière. Donc, nous avons également attiré l'attention de la population qui dit non à tout cela. In tempore suspecto, on ne peut pas se permettre de créer des incises qui remettent en question notre ordre constitutionnel. Des lois du FCC qui ont emporté même le ministre de la Justice. Ce ne sont pas des lois qui l'ont emporté, mais c'est la manière de faire. Toujours dans cette... permettez-moi l'expression, j'ai beaucoup de considération pour Célestin Tunda, mais la manière de pouvoir faire n'a pas dénoté d'une honnêteté, d'une honorabilité pour mériter encore de faire partie du gouvernement. Mais au fait, pour nous, c'est un fait mineur parce que nous savions qu'il ne faut pas attendre quelque chose de noble dans cette coalition. J'ai fait allusion ici à des chamailleries qui les distraient au sommet de l'État au lieu de gérer la République. Au lieu des escapades verbales. Voilà. Donc, beaucoup d'escalades qui distraient le pouvoir par rapport aux problèmes fondamentaux qui étreignent la population congolaise. Et vous allez voir que, d'ailleurs, c'est un fait mineur, c'est que Célestin Tunda a pu commettre comme acte. Mais lorsque vous voyez dans une république, dans une majorité, une coalition au pouvoir, un premier ministre qui sermonne pratiquement le président de la République à travers un communiqué de presse, nous nous disons, même du temps de Joseph Kabila, on ne pouvait pas voir un Premier ministre se permettre pour autant. On a vécu que même le directeur de cabinet donnait des instructions au Premier ministre au nom du président de la République et cela était respecté. Donc ici, il y a également, de notre lecture, la propension à discréditer celui qui est au sommet de l'État. Donc Félix Tshisekedi, c'est à lui aussi de s'assumer parce que, en fait, Moïse Katumbi avait même donné une allégorie d'un bus ou taxi-bus qui ne doit avoir qu'un seul conducteur. Il ne faut pas qu'il y en ait 2. Lorsque ceux qui sont en coalition avec Félix Tshisekedi se réfèrent à Yemei, c'est pour dire que, bon, lui, il ne compte pas. Lorsque le Premier ministre lui donne des leçons en public à travers un communiqué de presse pendant qu'il a possibilité de rencontrer le président de la République et faire ses observations de manière civilisée, c'est pour discréditer Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi lui a dit très fraternellement que c'est lui, Félix Tshisekedi, qui aura à répondre devant le peuple congolais de sa gouvernance en tant qu'autorité suprême. Donc cela doit attirer l'attention si et seulement si nous voulons que la République aille de l'avant. Donc je ne pense pas que aujourd'hui, la République puisse trouver son sort dans cette fameuse coalition. Ils ont à se réajuster pour qu'ils mettent l'intérêt de la République au-dessus de tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils sauront répondre aux desiderata ou aux attentes du peuple congolais. Vous êtes l'une des personnalités, parce que vous avez parlé de la Covid tout à l'heure, une des personnalités engagées résolument dans le combat contre le coronavirus qui fait des ravages à travers toute la planète.
Vous aviez appelé le Congolais à s'engager dans la lutte contre ces virus. Quel bilan faire à ce jour? Le bilan, il est très négatif. La gestion de cette pandémie, elle est calamiteuse. Pas du fait du Parlement, pas du fait de l'honorable Chérubin Okende, mais du fait du gouvernement. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, nous ayons un gouvernement qui ne sait même pas comment organiser les équipes de riposte et répondre aux droits de ceux qui s'occupent de notre protection et de nos soins? Lorsque j'ai vu le personnel de la riposte faire une marche dans cette ville de Kinshasa, je me suis dit, le président de la République doit demander la démission du gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on gère tous les fonds? Parce qu'au fait, nous, pauvres députés, même si on est en train de nous vilipender aujourd'hui, nous sommes en train de nous déployer avec des moyens de bord. Pour qui? Donner 10 masques par là, 100 masques par-ci, de lave-mains, essayer de sensibiliser. Mais du fait de l'irresponsabilité du gouvernement, aujourd'hui le peuple ne croit même plus à l'existence effective de cette pandémie. Et pourtant, c'est ça le véritable danger, parce que cette pandémie existe bel et bien. Donc, vous comprenez qu'il y a une fracture, une majorité au pouvoir qui n'a pas de légitimité, donc qui ne sait pas communier avec le peuple congolais dans sa profondeur et est en train de nous exposer. Donc nous sommes encore devant le danger, il faut prier le Seigneur pour qu'il puisse nous en épargner, et nous sommes en train de voir quelque part que la main de Dieu est sur les Congolais, parce qu'en voyant les ravages que cette pandémie a pu faire à travers le monde, et en voyant également comment le peuple congolais est en train de résister jusque-là par rapport aux ravages de cette pandémie, bon, il y a lieu pour nous qui croyons dans le Seigneur de pouvoir prier davantage pour qu'il protège notre pays et nos populations. Donc les millions, on ne sait pas où c'est passé, les millions qui sont tombés. Je crois qu'il y a même certaines initiatives en justice prises par certains membres du gouvernement impliqués toujours dans la gestion de cette pandémie. Et nous voulons une justice indépendante, une justice qui protégera les intérêts du peuple congolais plutôt que des individus, et que toute la vérité puisse éclater. J'avais également suivi le rapport d'une commission de l'Assemblée nationale qui s'est occupée de l'évaluation de la gestion de cette pandémie. Bon, c'est aussi un rapport très accablant contre le gouvernement. Il y a des recommandations dont ils doivent tenir absolument compte si on veut améliorer la gestion du pays par rapport à cette pandémie. Et d'ailleurs, en croire la volonté tenace des honorables députés, il sera superfétatoire que de pouvoir accorder un autre délai, une autre prorogation de l'état d'urgence. Ça dit tout, parce que le gouvernement s'occupe de cette pandémie de manière irresponsable. Irresponsable, alors moi je crois qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Cette crise aura le mérite de démontrer, honorable, que la santé devra dorénavant être placée comme secteur stratégique et prioritaire pour le développement du pays. La santé n'a pas de prix, dit-on. Alors, que faire pour changer les choses? Bon, changer les choses, pas simplement dans le secteur de la santé, tous les secteurs de la vie nationale méritent aujourd'hui une nouvelle réorientation. L'éducation, l'économie, la santé, comme vous venez de le souligner. Tous les secteurs de la vie nationale aujourd'hui sont dans une situation très désastreuse. Donc moi je crois que c'est la remise en question. Nous avions suivi des messages de campagne qui, du reste, ne se révèlent aujourd'hui que des messages démagogiques. Nous avons suivi le programme du gouvernement lorsque le Premier ministre est venu présenter son programme à l'Assemblée nationale. Je suis parmi les députés qui avaient fait remarquer au Premier ministre qu'il y avait beaucoup d'incongruités dans son programme et qu'il y avait moins de chances possibles de pouvoir le réaliser. Il n'était pas réaliste du tout. Bon, certains avaient pensé que nous étions sévères, mais aujourd'hui, la réalité est en train de nous rattraper. Donc moi, je crois que si et seulement si notre classe politique
a du respect pour le peuple congolais et un peu d'affection pour nos populations, on doit réajuster le tir pour que nous puissions avoir des politiques publiques favorables à la situation réelle de nos compatriotes. Sinon, les médecins, les enseignants, les policiers, les militaires, les fonctionnaires de l'État continueront toujours à broyer du noir, à vivre avec de salaires de misère. Les jeunes Congolais continueront toujours à mijoter dans le chômage de masse, sans revenus, sans perspective d'avenir. Et finalement, nous allons dire quoi? C'est cela le peuple d'abord? Non, pas du tout. On doit changer absolument tous ces paramètres-là. Donc, faire en sorte également que dans nos politiques, qu'il y ait des secteurs très sensibles comme la santé, comme vous l'avez dit, pour que l'État puisse réellement prendre ces secteurs-là en charge, mais avec des rétrocommissions, avec des détournements à ciel ouvert. Comment pourrons-nous espérer que le Trésor public peut soutenir des politiques rationnelles d'épanouissement de notre peuple? C'est difficile. C'est difficile. C'est pour cela que lorsqu'on a une majorité qui est concoctée sans avoir connu la communion avec le peuple profond, bon, les gens se comportent juste pour avoir de l'argent. Ils ne sont pas très redevables directement vis-à-vis de toutes nos populations. Et ce sont là les causes de toutes ces dérives que vous êtes en train de déplorer. Il faut que nous puissions renouer avec la légitimité. Et à ce moment-là, la légitimité va nous astreindre à l'obligation de résultat qui devra justifier le principe de la redevabilité vis-à-vis du souverain primaire que le peuple congolais. Avec tous ces procès organisés, vous n'êtes pas convaincu? Ne sommes-nous pas déjà dans la République des juges? Pas du tout. Ce sont ceux qui veulent museler le juge qui parlent de la République des juges, qui ont peur des juges. Et les tentatives de pouvoir instrumentaliser le pouvoir judiciaire par rapport au débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale justifient cela. Donc moi je crois que toute proportion gardée, si chaque pouvoir respecte ses limites dans les règles telles que prescrites, elles sont prescrites dans la Constitution de la séparation de pouvoir, je crois que ça pourra aller. Le pouvoir doit être capable d'arrêter le pouvoir. Sinon, le pouvoir absolu va corrompre notre société de manière absolue aussi. Revenons au Front social des indépendants républicains. C'est qu'on est en confinement. Comment se porte le Front social? Est-ce qu'il y a des activités durant cette période difficile de la Covid-19? Nous avons mis nos activités en veilleuse, justement pour voir l'évolution de cette pandémie dans notre pays, parce qu'au-delà des atermoiements, des tâtonnements du gouvernement, nous avons l'obligation de protéger les nôtres, de nous protéger et de protéger aussi les autres. Donc nous ne pouvions pas, de manière inconsidérée, nous exposer à la pandémie. Donc nous avons mis nos activités en veilleuse, mais pour le moment, nous sommes en train de voir comment les réactiver. Parce qu'en fait, voyons un peu, à Kinshasa ici, on a décrété le confinement, l'isolement de la commune de la Gombe. Mais on n'a pas été en mesure d'évaluer qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les incidences positives et négatives de ce confinement de Gombe, et en déconfinant Gombe, quelles sont les répercussions auxquelles on doit s'attendre. Vous comprenez que ce sont tous ces tâtonnements-là qui ne rassurent pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'au fur et à mesure, bon, il y aura allègement de ces mesures. Bon, il faut apprendre à vivre avec la maladie. J'espère, je pense bien. Donc relancer les activités économiques, notamment, parce que le peuple souffre. Oui, le peuple souffre. C'est sans compter avec les prédateurs qui, eux, sont en train de se gaver de ressources de l'État sans pouvoir soutenir un plan rationnel de relance
ou d'encadrement de notre économie pour épargner nos populations de ce désastre qui est causé par la désarticulation de tout le système économique à cause de la pandémie. Donc, et malheureusement, la pandémie sera encore un autre prétexte aux gouvernants défaillants pour justifier la crise qu'ils n'ont jamais résorbée, pour justifier Mais c'est une crise mondiale. Une crise mondiale, mais des pays sérieux savent comment encadrer cette crise-là. Quel appui amener au secteur productif pour stimuler la production et davantage consolider l'économie. Donc ce n'est pas une fatalité pour des pays organisés qui ont une vision de faire aussi la résilience par rapport à certaines situations qui peuvent arriver même à l'improviste. Mais ici chez nous, il n'y a pas de vision. Le gouvernement, je dis, n'a pas de vision pour résister à tout cela. C'est pour cela que vous vivez, vous déplorez tout cet tâtonnement qui émaille l'encadrement de mesures de riposte. Dr Muyembe, chapeau bas, a eu à faire même un programme de riposte. Il avait même décliné de chiffres. Le gouvernement a dit qu'il va mobiliser les ressources. Mais en dehors de ce que certains partenaires, de personnes de morale de bonne foi mettent dans le panier, mais on ne sent pas un gouvernement responsable prendre en charge ce processus. Au contraire, il y a aujourd'hui, au sein même des membres du gouvernement, des suspicions qui pèsent lourdes sur des détournements. Ça ne peut pas rassurer le peuple congolais. Et nous qui sommes de l'opposition, nous sommes en train de voir en leur disant que, bon voilà, hein, un bien mal acquis ne profite jamais. Vous ne pouvez pas être au gouvernement sans vision. Le Premier ministre lui-même, d'ailleurs, je me rappelle une de ses interventions à l'Assemblée nationale, il avait même promis la production de masques. Des milliers de masques, des millions de masques pour distribuer à la population. Jusqu'aujourd'hui, je crains que ça ne se réduise à un mensonge d'État. Donc c'est extrêmement grave. On ne peut pas se jouer de tout un peuple ou de la misère d'un peuple de cette manière-là. Vous avez dit que le président de la République n'a pas besoin de chapeler des bonnes intentions. Il doit plutôt mobiliser le Congolais autour d'une sorte de cohésion nationale. Vous avez envie de dire ce même message aujourd'hui? Mais tout à fait, oui, tout à fait. Malgré tout, peu importe la manière d'avoir accédé au pouvoir que nous, en tant que Lamouka, nous n'avons jamais avalisé, mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait légal. C'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Il doit s'assumer totalement. Et il doit également saluer, honorer la mémoire. Et Martin Fayulu a dit qu'il a pardonné, qu'il a oublié. C'est ça l'élévation d'un homme d'État. Et aussi un enfant de Dieu. Nous, même nos compatriotes d'autres bords politiques, nous ne les considérons pas comme étant nos ennemis. Certes, ils sont des adversaires politiques parce que nous n'avons pas la même philosophie, la même vision de la République. Parce que vous êtes dans l'opposition républicaine. Mais ils ne sont pas nos ennemis. Et aujourd'hui, Martin Fayulu a montré sa capacité de transcendance d'un enfant de Dieu et surtout d'un homme d'État. Il sait se dépasser pour dire la République compte beaucoup pour nous que nos individualités. Et finalement, moi j'ai toujours associé cela à la sagesse du roi Salomon. Vous voyez deux femmes qui se disputaient un enfant. La mauvaise, l'usurpatrice, la voleuse d'enfants, hein, aura souhaité même qu'on puisse couper cet enfant-là en deux morceaux, sachant que l'enfant finira par mourir. Mais la vraie mère de l'enfant a dit non, pourvu que cet enfant reste en vie, donnez-lui cet enfant. Et le roi Salomon, dans sa sagesse, a pu discerner que c'est celle-là la véritable mère de l'enfant. Donc nous, dans l'opposition républicaine, nous avions déjà été habités par cette sagesse. C'est pour cela que nous nous sommes dit, au lieu de nous entretuer juste pour de postes, parce que les années vont vite, nous arriverons à un autre cycle électoral. Nous devons être vraiment vigilants pour éviter qu'on puisse encore une fois tripatouiller les résultats des élections. Mais dans l'entretemps, donnons la chance au Congo de pouvoir vivre
de pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, c'est avec satisfaction que moi, personnellement, j'ai suivi la déclaration de Martin Fayulu, accordant son pardon, sa compréhension, mais en exhortant également Félix Tshisekedi à mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur du peuple congolais et de notre République. Donc moi, je crois que si cela arrive aussi à émouvoir Félix Tshisekedi pour qu'il prenne ses responsabilités dans le demain en tant que président de la République, bon, vaut mieux tard que jamais. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Donc le Congo pourra aller de l'avant. Et tout passe vraiment par cette rénonciation à cette coalition contre nature, parce qu'il ne faut rien attendre de substantiel en faveur de la République de cette coalition-là. Honorable Chevien Okende, Nyota TV vous dit merci. Nous allons vous donner la parole pour vous adresser à non seulement vos membres, donc le membre du Fonds social des indépendants républicains, mais aussi à ceux d'ensemble qui nous ont regardés avec beaucoup de passion. Je leur dis d'abord merci. Merci pour avoir répondu favorablement au message du leadership de la Mouka et particulièrement au message de Moïse Katumbi, qui est le président de Ensemble. Merci aussi parce que dans l'arène politique, chaque leader a l'ambition de montrer qu'il ne prêche pas pour sa propre chapelle. Chérubin Okende s'est mis à l'avant-plan pour mobiliser, pour lancer le message de sensibilisation et il a été entendu. Là, très humblement, je leur dis merci. Mais restons vigilants parce qu'au fait, notre combat n'est pas encore arrivé à bout. Ce que nous avons dénoncé, bon, il n'y a que juste un repli stratégique. Ils n'ont pas encore totalement capitulé. Donc, nous devons rester vigilants, rester à l'écoute du mot d'ordre que dans le cadre de Ensemble, dans le cadre du FCIR, dans le cadre de la Mouka, nous allons vous donner pour que nous sachions comment maîtriser la suite des enjeux politiques qui sont majeurs devant nous. Nous, on va vous dire de rester avec nous sur Nyota TV. On se retrouve très bientôt pour un nouvel invité.